Quels étaient les 10 plus grands empereurs romains de tous les temps? C'est certainement une question que chaque fan d'histoire romaine se pose souvent. Du premier empereur Auguste au tout dernier empereur Constantin XI. Il y a eu tant de grands empereurs qui ont sauvé l'Empire romain à maintes reprises du bord de la destruction. Nous avons beaucoup de célèbres que tout le monde connaît, mais nous avons aussi des sous-estimés, des outsiders, qui ont d'une manière ou d'une autre été oubliés par l'histoire et qui méritent beaucoup de reconnaissance pour leurs incroyables exploits. Alors, qui étaient les 10 plus grands empereurs romains de tous les temps? Avant de commencer, je dois bien sûr mentionner que c'est une liste très subjective et qu'il n'y a pas de manière purement rationnelle et objective de classer les empereurs romains. Il y aura toujours une certaine partialité impliquée, car nous ne valoriserons jamais les choses exactement de la même manière. En regardant certains empereurs, j'ai pris en compte leur contribution à l'Empire romain et leur héritage, ainsi que leur impact sur le monde romain. Donc un empereur, par exemple, qui n'a pas régné longtemps, mais qui a eu un énorme impact, serait plus haut dans la liste que quelqu'un qui a régné longtemps, mais qui n'a rien fait de remarquable, ou qui a même été nuisible pour l'Empire romain. Alors commençons. C'est une surprise. Pourquoi Valentinien Thomas serait-il sur la liste? N'était-il pas après tout un brute qui était célèbre pour ses accès de colère? Eh bien, cela pourrait être le cas si nous devons croire les récits contemporains, et nous savons que c'est toujours un grand si. Alors il avait certainement un tempérament. Cependant, il a compensé ce défaut par ses campagnes très réussies où l'Empire romain d'Occident se montrerait de son côté le plus fort pour l'une des dernières fois. Il a mené avec succès une campagne contre les Alamanes qui avaient envahi la France en 365 et les a repoussés au-delà du Rhin. Il a également vaincu les Saxons dans le nord de la France et les Quads et Sarmates, envahisseurs en Illyrie. Il a peut-être été le dernier empereur à faire campagne en Allemagne sur le territoire des Alamans et des Quads, et il a restauré de nombreuses anciennes fortifications frontalières et en a même construit de nouvelles, même en territoire ennemi, ce qui a naturellement provoqué la colère des barbares. On peut vraiment dire que c'était la dernière fois que les fortifications frontalières de l'Empire romain d'Occident ont été renforcées et que l'Empire romain d'Occident a même osé faire campagne en Allemagne au-delà du Lyme. En matière religieuse, il était étonnamment tolérant pour un empereur chrétien, permettant même aux païens de continuer à adorer les anciens dieux, ce qui n'était vraiment pas une évidence en période de croissance de l'intolérance religieuse de la part des empereurs chrétiens. Grâce à son très capable Magister Equitum Théodose, il a également réussi à réprimer une rébellion en Afrique. Il est malheureusement décédé début 375 après 11 ans de règne, présumément d'un AVC, lorsqu'il s'est mis en colère contre un envoyé quadi. Donc, en somme, même s'il avait peut-être quelques défauts de caractère, il était certainement formidable pour l'Empire romain d'Occident. 9. Héraclius. Maintenant, c'était une décision difficile pour moi, et j'ai dû choisir entre Maurice et Héraclius. Tous deux ont dû lutter contre d'énormes invasions, et tous deux ont réussi jusqu'à ce qu'ils ne réussissent plus soudainement. Cependant, il faut féliciter Héraclius d'avoir sauvé l'Empire romain d'une destruction totale et complète pendant la Grande Guerre sassanide de 602-628. Il doit également être félicité d'avoir mis fin au règne de Phocas, peut-être le pire empereur romain de tous les temps, qui non seulement avait tué le très capable Maurice, mais dont la faute était en réalité que la guerre sassanide avait éclaté en premier lieu. Après que Phocas a été écarté, Héraclius a passé tout son règne à combattre les Perses. Les Perses, sous leur roi Khosrô II, sont passés à l'offensive de la manière la plus dévastatrice jamais vue dans toute l'histoire de presque 700 ans de guerre entre l'Empire romain et l'Empire perse. Les Perses ont conquis une grande partie du Levant et de la République arabe d'Égypte, ainsi qu'une grande partie de l'Anatolie, et en 626, ils s'étaient même alliés aux Avars et assiégeaient Constantinople elle-même. Mais les murs de la puissante cité-forteresse ont tenu, et les Perses ont été repoussés. Héraclius a lancé une offensive et a pénétré profondément dans le cœur de la Perse, causant une grande dévastation sur le territoire perse, ce qui a provoqué une guerre civile qui a vu Khosrau tué et remplacé par quelqu'un d'amical envers les Romains. Ce qui a mis fin à la guerre et a cédé tout le territoire capturé aux Romains en 628. Mais alors même que les Romains pensaient que le pire était passé, une nouvelle menace est apparue quelques années plus tard et a envahi les provinces complètement épuisées de l'Empire romain d'Orient et de la Perse, les deux empires ayant été totalement vidés de leur main-d'œuvre après 26 ans de guerre brutale. À cette époque, Héraclius était trop vieux pour partir en guerre lui-même, et ayant déjà sauvé l'Empire romain auparavant,
Il a dû maintenant le voir se désintégrer. Mais ces réformes ont jeté les bases de la survie de l'Empire, en ce qu'il a mis fin à la corruption du règne de Phocas et a réorganisé l'armée avec un grand succès. Donc, même s'il n'a pas pu reconquérir le territoire perdu face aux musulmans, il a vaincu les Perses et a jeté les bases de la continuation de l'Empire romain pour de nombreux siècles encore, et est donc pour moi au moins un très grand empereur. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populusque Romanus est en train de créer. Ils produisent des bagues de légionnaires, des bagues à thèmes variés, des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. C'est vrai, c'est vraiment du matériel de haute qualité fait à la main. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même, ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat si vous tapez le code de remise, Majorianos. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Majorien a été appelé par Procope de Césarée l'empereur romain le plus vertueux qui ait jamais vécu, et par Édouard Gibbon la découverte bienvenue d'un grand et héroïque personnage qui surgit parfois dans une époque dégénérée pour revendiquer l'honneur de l'espèce humaine. Ce sont certainement des mots d'éloge élevés, et en effet, ce n'est pas sans raison que j'ai nommé cette chaîne après Majorien, et l'ai dédiée à sa mémoire. Il était né à une époque sombre, et il aurait effectivement mérité de vivre à des époques meilleures, mais il a été propulsé dans les dernières années de l'Empire romain d'Occident, et quand il est devenu empereur en 457 après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident aurait déjà pu être au-delà de la rédemption. Car non seulement il était entouré d'ennemis de l'extérieur, mais aussi infiltré par des ennemis de l'intérieur. Dès son accession au trône occidental, il a commencé à promulguer des lois et des réformes visant à s'attaquer aux problèmes fondamentaux de l'Empire occidental, tels que mettre fin à la corruption, protéger les bâtiments monumentaux de Rome, augmenter le taux de natalité des Romains, ou permettre aux citoyens de porter des armes pour se protéger. En 458, il a recruté une grande armée de fédérés, avec laquelle, en seulement 2 ans, il a reconquis les parties perdues de la France et de l'Espagne, doublant essentiellement le territoire de l'Empire romain d'Occident dans ce court laps de temps, et a même convaincu Marcellinus de Dalmatie de rejoindre effectivement l'Empire. Mais son dernier acte qui aurait vu la restauration complète de l'Empire romain d'Occident a malheureusement échoué, et donc il ne peut pas être placé plus haut sur la liste des plus grands empereurs romains. S'il avait réussi, il serait là-haut à la 1e ou 2e place. Mais hélas, sa flotte a été brûlée dans le port par des traîtres, avant même qu'elle puisse s'embarquer pour la reconquête de l'Afrique. Et quand après cet échec il est retourné en Italie, il a fait l'erreur de dissoudre son armée, n'ayant ainsi aucune défense contre le Magister Militum Ricmar qui l'a intercepté et l'a tué de sang-froid. Majorien avait le grand défaut d'être apparemment trop confiant. Il n'a pas prévu la trahison de Ricmar, et apparemment, il n'avait pas non plus prévu que des traîtres pourraient brûler ses navires. Il aurait pu être le plus grand empereur romain de tous les temps, mais même avec ses défauts, il a encore accompli une quantité incroyable en si peu de temps, et a peut-être donné à l'Empire romain d'Occident quelques années de plus à vivre. Bien sûr, le dernier empereur romain doit être sur la liste, d'autant plus qu'il aurait peut-être été l'un des personnages les plus héroïques de tous les temps, et sera toujours rappelé pour son incroyable bravoure lors de la dernière bataille pour Constantinople. Alors que Majorien était déjà né en des temps difficiles, Constantin aurait probablement envié Majorien pour l'époque où il vivait. En 1405, lorsque Constantin XI est né, l'Empire romain ne pouvait même plus être appelé un empire. À cette époque, il se composait essentiellement presque uniquement de la ville de Constantinople elle-même et de la région environnante, puis de Thessalonique, et ensuite de parties du Péloponnèse. Mais au moment où il est devenu empereur en 1449, même cela aurait semblé agréable, car à cette époque, l'Empire romain ne se composait vraiment que de Constantinople elle-même, entourée de tous côtés par l'Empire ottoman, et il est douteux que Constantinople puisse même être appelée une ville à cette époque. Elle ne s'était jamais remise du brutal sac des croisés de 1204 et était plutôt un patchwork de petits villages au milieu des anciennes ruines délabrées des grands temps impériaux, avec des champs et de la verdure entre les deux. La situation était critique, mais malgré tout,
Constantin a fait de son mieux avec la diplomatie pour rassembler le soutien de l'Ouest, mais aussi pour empêcher le nouveau sultan d'attaquer Constantinople. Finalement, ses plans ont échoué car le nouveau sultan avait à un moment donné décidé de conquérir l'ancienne ville de Constantin. Et de l'Ouest, très peu de renforts ont été envoyés, de sorte que lorsque le siège a commencé en avril 1453, il y avait 80 000 Ottomans, contre peut-être seulement 6 000 à 8 000 Romains et Vénitiens. Mais malgré l'avantage numérique et l'utilisation de canons, les Ottomans ont eu beaucoup de mal à prendre la ville et ont été repoussés encore et encore pendant plus de 6 semaines. Ce n'est qu'à la fin du mois de mai que la marée a tourné en faveur des Ottomans et Constantin a alors su que sa ville allait tomber. Mais au lieu de fuir, il a combattu jusqu'à la toute fin. La ville aurait pu être facilement sauvée si des renforts plus importants étaient arrivés de l'Ouest. Mais hélas, la mauvaise relation entre les Latins et les Romains de l'Est et le schisme serait maintenant la perte de la ville. Et lorsque les murs ont été franchis, il est écrit que Constantin a dit que la ville est tombée, mais que je suis toujours en vie. Et avec ces mots, il a chargé avec les derniers hommes restants dans les Ottomans où il est tombé. Et pour cette incroyable valeur, Constantin XI est à juste titre parmi les plus grands empereurs romains de tous les temps. L'Empire romain d'Orient était souvent au bord de la destruction totale et a pourtant connu de nombreuses fois des récupérations miraculeuses que personne ne pensait possibles. Et une telle reprise a eu lieu pendant le règne de Basile II. On pourrait dire que c'était en fait la dernière fois que nous pouvions vraiment appeler l'Empire romain un empire plus que de nom. Quand en effet, il s'étendait de l'extrême est en Arménie jusqu'aux côtes sud de l'Italie. En ces jours-là, la ville de Constantinople elle-même était pour la dernière fois une ville impressionnante, surpassant de loin toutes les autres villes d'Europe par sa taille et sa splendeur. Des centaines de milliers de personnes vivaient dans l'ancienne capitale romaine, peut-être jusqu'à 500 000 à une époque où même Londres n'avait qu'un ridicule 25 000 et Paris un encore plus maigre 20 000 habitants. En effet, même en 1204, lorsque les croisés ont vu la ville pour la première fois, ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux car jamais auparavant ils n'avaient revu une ville aussi vaste, si splendide et impressionnante. Et même si Constantinople n'était plus l'ancienne capitale impériale, avec beaucoup de cesse ses anciens forums romains déjà délabrés, elle conservait encore dans de nombreux endroits l'ancienne sensation d'une ascendance romaine, avec beaucoup des anciennes statues qui subsistaient encore. Et Basile II était le dernier empereur d'une longue lignée d'empereurs assez réussis qui ont ramené l'Empire romain d'un effondrement presque total. Même si Basile était un soldat qui a mené avec succès des campagnes dans les Balkans et l'extrême est de l'Empire, l'un de ses plus grands accomplissements a été le ravivage des anciennes littératures, arts et apprentissages, presque une renaissance de l'Antiquité. Pendant son règne, il y a eu une influence notable de l'érudition grecque classique sur l'art chrétien et une étude répandue de la philosophie grecque ancienne. En conséquence, l'université de Constantinople a connu une croissance significative de sa bibliothèque grâce à l'exploration de ses sujets et aux projets d'agrandissement ambitieux initiés par lui et ses prédécesseurs. Par conséquent, l'université de Constantinople a retrouvé sa position de premier centre de connaissances pendant cette époque. Malgré son désintérêt pour la littérature, Basile s'est activement engagé dans le développement des églises, des monastères et dans une certaine mesure des villes, démontrant ainsi sa nature dévouée. Il a aussi été l'empereur romain au règne le plus long, près de 50 ans. Par conséquent, Basile II était un restaurateur comme l'Empire romain n'en verrait plus jamais par la suite. 500 ans avant Basile, l'Empire romain venait de perdre sa moitié occidentale. Ce qui est communément, mais à tort, appelé la chute de l'Empire romain ne concernait en réalité que la moitié occidentale de cet immense empire. Cependant, la moitié orientale non seulement a survécu, mais a également lancé une campagne de reconquête massive que la plupart des contemporains jugeaient impossible. Et c'est sous le règne de Justinien que l'Empire romain d'Orient allait reconquérir bon nombre de ses possessions perdues, reconquérant complètement les royaumes vandales et ostrogothiques, les détruisant totalement, et reconquérant même le sud du royaume wisigothique. En quelques décennies seulement, la taille de l'Empire romain a augmenté de plus de 50%. Bien sûr, cela n'aurait pas été possible sans le génie militaire de l'un des plus grands commandants militaires de tous les temps, à savoir Flavius Belisarius. Cependant, nous devons créditer Justinien d'avoir même conçu un plan aussi ambitieux et de l'avoir mis en mouvement.
Il était aussi l'un des bâtisseurs les plus prolifiques de l'histoire romaine, au même titre que des personnalités comme Auguste Trajan ou Maxence, construisant la Sainte-Sophie qui surpassait de nombreux grands bâtiments antiques de Rome, même par sa taille et son ampleur. Il a également codifié le droit romain en un recueil d'une telle complexité qu'il servirait de fondement au droit moderne. Pendant ces presque 4 décennies de règne, l'Empire romain a connu une renaissance d'une échelle incroyable. De nombreuses nouvelles villes ont été construites à travers l'Empire, des îles Baléares à des villes comme Justiniana Prima dans la République de Serbie moderne. Les dernières grandes statues de l'Antiquité ont été construites à son époque. De nombreuses grandes œuvres d'art, telles que la colonne de Justinien et les mosaïques, ont fleuri et sont devenues incroyablement complexes à cette époque. Bien sûr, il n'était pas exempt de défauts de caractère. Il a brutalement réprimé les Nicarites en 532 à Constantinople, bien que cela ait peut-être été dû à la persuasion de sa femme, et il n'a pas apporté suffisamment de soutien à Belisarius lors de ses campagnes. Il était également très intolérant sur le plan religieux, a retiré les fonds des dernières écoles néo-platoniciennes et a instigé des persécutions anti-païennes. On pourrait même dire qu'il a peut-être surexploité l'Empire romain, mais cela revient à appliquer un recul injuste, car il ne savait pas ceux qui allaient suivre. Ainsi, Justinien était certainement un personnage imparfait, mais reste un grand empereur lorsque l'Empire romain était pour la dernière fois un empire incroyablement vaste. Bien sûr, le premier empereur romain doit être inclus dans la liste des plus grands empereurs romains, car c'est lui qui a tout commencé. Maintenant, bien sûr, on pourrait dire que c'était une mauvaise idée dès le début, car le Principat mettrait effectivement fin à la République romaine, mais d'un autre côté, la République romaine était également instable et avait succombé à une série de guerres civiles brutales. Et Gaius Octavius, le grand-neveu du légendaire César lui-même, est sorti victorieux de la guerre civile. La République romaine était devenue tellement instable qu'il a compris que la seule façon de sauver cet État romain fragile était de proposer un nouveau système de gouvernement. Et ainsi, il a inventé le Principat où l'empereur lui-même était officiellement le premier parmi les égaux. Le Princeps Senatus, premier du Sénat. Donc, officiellement, il était juste le chef du Sénat, alors qu'en réalité, il détenait un immense pouvoir et était effectivement devenu empereur. Fascinant, le Sénat romain lui-même a attribué à Octavien tous ses pouvoirs. Mais ils l'ont peut-être craint parce qu'ils comprenèrent la position de pouvoir qu'Octavien avait acquise grâce à ses victoires dans les guerres civiles romaines. Et ainsi, nous pourrions dire qu'Octavien a peut-être sauvé l'État romain de la désintégration en États rivaux qui auraient peut-être continué à se battre les uns contre les autres. Il a continué à conquérir de nouveaux territoires, et l'Empire romain, désormais, a continué à croître encore plus sous son règne de 41 ans. La ville de Rome elle-même a connu une incroyable transformation avec de nombreux nouveaux bâtiments impressionnants construits à une échelle stupéfiante, à tel point qu'on disait que lorsqu'il a commencé son règne, Rome était une ville de briques, et lorsqu'il est mort, elle avait été transformée en une ville de marbre. Il a posé les fondations d'une période de 200 ans de la Pax Romana, les jours de gloire de Rome, où, même si certains empereurs se sont avérés assez fous, l'Empire romain a connu une période très prospère qui l'avait permis de se produire. Il avait aussi des défauts. Sous son règne, la province de Allemagne a été perdue et choisir Tibère comme successeur n'a peut-être pas non plus été la meilleure idée. Cependant, ses réalisations étaient exceptionnelles et pour beaucoup, il était donc en réalité le plus grand empereur romain de tous les temps, et je reconnais pleinement cette évaluation. Cependant, bien qu'Auguste ait certainement été grand en ce qui concerne la vertu, presque personne n'arrive à la hauteur de Marc Aurèle. Nous ne connaissons pas beaucoup d'empereurs qui étaient aussi sages, justes et modestes dans leur règne que Marc l'était. Dès son enfance, Marc avait été initié à la philosophie stoïcienne qui continuerait à avoir une grande influence sur toute sa vie, le guidant dans toutes ses actions et lui permettant d'avoir un esprit calme et rationnel que presque aucun empereur romain n'atteindrait jamais à nouveau. Il a consigné ses pensées dans ses célèbres méditations qu'il n'a en réalité jamais eu l'intention de publier, où il a révélé sa façon d'appliquer la philosophie stoïcienne aux problèmes quotidiens et même à une façon de penser elle-même. À l'âge de 17 ans, il a été choisi par l'empereur, alors régnant Hadrien, dont la santé se détériorait rapidement, pour être fait empereur après que son successeur immédiat, Antoninus, serait décédé, et ainsi,
Après la mort de Hadrien, Aurelius Antoninus est devenu empereur, plus tard connu sous le nom d'Antonin le Pieux, et il a adopté le jeune Marc pour devenir le futur empereur. Après la mort d'Antoninus en 161, Marc devint le seul empereur. Mais il choisit bientôt Lucius Virus, son frère adoptif, comme co-empereur. Malheureusement, il ne régnerait pas en paix très longtemps. Dès 161, la guerre avec l'Empire parthe éclata, puis une rébellion se préparait en République arabe syrienne en 162. En 165, une maladie mortelle inconnue s'est répandue dans l'Empire. Tuant des millions de personnes, on pense qu'il s'agissait de la variole. En même temps, les tribus germaniques, les Marcomanes et les Quades ont franchi les fortifications frontalières, tuant de nombreux Romains et saccageant des villes entières, menaçant même l'Italie elle-même et assiégeant Aquileia. Lucius Virus est mort en 169, probablement tué par la variole. Cette série sans précédent de calamités aurait pu submerger de nombreux empereurs. Mais Marc est resté calme grâce à ses enseignements stoïciens. Ainsi, il a pu repousser les envahisseurs derrière le Limes, mettre fin à la rébellion en République arabe syrienne, gagner la guerre parthienne, et même mener une campagne en profondeur en Allemagne, dans la patrie des Marcomans et des Quades, prévoyant d'établir la nouvelle province romaine de Marcomanie. Mais il est alors décédé en 180, et ses plans ont donc été interrompus. La seule erreur qu'il a commise a été de faire de son fils Commode son successeur, ignorant les avertissements des enseignants de Commode quant au mauvais caractère de son fils. C'était en effet une grave erreur, et cela empêche Marc d'être appelé le plus grand empereur romain de tous les temps. Pourtant, malgré cette erreur, il a sauvé l'Empire romain d'une situation très dangereuse, et avec son esprit calme et stoïque et son règne juste, il était aimé de beaucoup, et à juste titre, l'un des meilleurs empereurs de tous les temps. En 2, Aurélien. Longtemps négligé voire ignoré par les historiens, il devient de plus en plus clair que Lucius Domitius Aurelianus a presque à lui seul sauvé l'Empire romain de l'effondrement total pendant la crise du IIIe siècle. Au cours de ses 2 courts règnes, de seulement 5 ans, il a vaincu d'innombrables tribus germaniques envahissantes, à savoir les Alamans, les Gothiques, les Vandales, les Utungis, les Sarmates et les Carpes. Beaucoup de ces tribus menacèrent l'Italie elle-même, mais il les a vaincus dans les batailles de Fano et de Pavie. Il a ensuite repoussé les Gothiques au-delà du Danube et évacué la province de Dacie, qui ne pouvait plus être retenue. Ces victoires lui ont valu les titres de Germanicus et de Gothicus Maximus. À Rome, il a ordonné la construction d'énormes murs défensifs qui subsistent encore et portent son nom. Puis en 272 et 273, il a vaincu l'Empire de Palmyre qui s'était séparé, avec sa légendaire reine Zénobie lui valant les titres de Particus Maximus et Restitutor Orbis. Zénobie a été défilée dans les rues de Rome enchaînée d'or lors de l'un des triomphes les plus splendides de l'histoire romaine. Mais il ne s'est pas reposé longtemps car il restait encore l'Empire gaulois séparé à l'ouest. Il est passé à l'offensive en 274 et a vaincu cet empire séparé lors de la bataille de Chalon et de Turocatalorum. Ainsi, en seulement 4 ans, il avait essentiellement vaincu tous les envahisseurs barbares et les 2 empires séparés, sécurisant ainsi les frontières de l'Empire et le réunifiant. Il a donc reçu le titre de Restitutor, Orbis restaurateur du monde, pour avoir essentiellement sauvé l'Empire romain. Bien sûr, il a également reçu l'aide de ses prédécesseurs empereurs ou de son successeur l'empereur Probus. Mais il est indéniable que sans Aurélien, l'histoire aurait peut-être pris un chemin très différent, et l'Empire romain aurait peut-être chuté à ce moment-là, sous une forme différente de celle qu'il a prise dans notre chronologie. Il a promulgué de nombreuses réformes et a tenté d'établir le culte de Sol Invictus comme la nouvelle religion principale de l'Empire. Il a également essayé de réformer la monnaie romaine détériorée et d'établir un nouveau système de distribution de nourriture pour les pauvres. Mais hélas, il a essayé trop de choses à la fois à une époque où les empereurs étaient régulièrement assassinés par des troupes rebelles. Et donc nous avons pensé qu'en y étant, pourquoi ne pas aussi vaincre et conquérir complètement la Perse, l'ennemi éternel à l'Est. Il s'est donc embarqué vers l'Est avec son armée, mais il n'est jamais arrivé là-bas. En chemin de Thrace à l'Asie mineure, il a été assassiné par l'un de ses 6 soldats, qui craignait une punition pour avoir dit un mensonge et a donc fomenté un complot contre Aurélien. Aurélien voulait mettre fin à la corruption dans l'armée, mais hélas, l'armée était corrompue jusqu'à la moelle. Et ainsi s'est terminé ce réformateur et soldat héroïque, le restaurateur du monde romain. Il semble que ce soit souvent le sort des meilleurs dirigeants, trop bons pour les temps corrompus dans lesquels ils vivaient et voulant résoudre trop de problèmes à la fois.
se faisant trop d'ennemis. Mais même dans son court règne en tant qu'empereur, Aurélien a accompli tellement qu'il mérite même la première place. C'est purement une question de préférence personnelle. Trajan. Trajan pourrait être, et c'est bien sûr juste une opinion subjective, appelé le meilleur empereur romain de tous les temps. Et en fait, le Sénat romain lui-même a appelé Trajan Optimus Principe, le meilleur dirigeant. Chaque fois qu'un nouvel empereur romain était reconnu par le Sénat, c'était fait avec le souhait Felicior Augusto Melior Trajano, soyez plus chanceux qu'Auguste et meilleur que Trajan. Et Trajan a vraiment mérité cette réputation. Sous son règne, Rome a atteint l'apogée de sa puissance, purement en raison de l'étendue de son immense empire, mais aussi en ce qui concerne la politique fiscale, l'architecture, la construction d'infrastructures, la production industrielle, la complexité de son art et d'autres mesures. Il n'était pas seulement un excellent commandant qui avait conquis la Dacie et en avait fait une nouvelle province romaine. Il a également étendu l'empire loin à l'est, défaisant si complètement l'empire parthe que non seulement la capitale Ctésiphon a été pillée, mais 3 nouvelles provinces ont été créées à l'extrême est, l'Arménie qui s'étendait jusqu'à la mer Caspienne, puis la Mésopotamie et l'Assyrie qui s'étendait jusqu'au sud-est, jusqu'à la mer Rouge. Une expansion territoriale que Rome n'atteindrait plus jamais. Mais il était aussi un bâtisseur prolifique, se lançant dans un programme de construction sans précédent grâce à l'excédent fiscal atteint en défaisant les Daces. Avec l'aide de son maître architecte Apollodorus de Damas, il a construit la magnifique colonne, le forum et les marchés de Trajan qui resteraient en usage pendant plus de 700 ans et qui étaient encore debout jusqu'à ce qu'ils soient détruits par un tremblement de terre en 847 après Jésus-Christ. Mais il a également fait construire de nombreuses routes, aqueducs et ponts, ainsi que de nombreux forts militaires et de nombreux temples des Samaïshur. Il a régné justement et a établi un état de droit qui traiterait tous les citoyens romains de manière équitable. Il a même traité les pauvres avec respect et a cherché à mettre fin à la pauvreté dans l'Empire romain en introduisant un système d'alimenta, un programme qui fournissait un soutien financier et de la nourriture aux personnes démunies. Cette initiative a démontré sa compassion et son dévouement à soulager la pauvreté et à garantir le bien-être de tous les citoyens romains. Ainsi, il n'était pas seulement un commandant militaire très réussi et un dirigeant juste, mais il semble également avoir été gentil et compatissant, une qualité très rare en effet chez les empereurs romains. Son défaut aurait pu être que l'on pourrait dire qu'il a surexploité l'Empire romain, mais encore une fois, on pourrait toujours faire valoir cela pour chaque grande expansion de l'Empire romain. Ainsi pour moi, Trajan peut à juste titre être appelé le meilleur empereur romain de tous les temps. Mention honorable. Nerva était un bon empereur, mais il a régné trop peu de temps pour avoir eu un impact durable. Cependant, il a posé les bases de l'âge d'or des 5 bons empereurs, et sa plus grande réalisation a peut-être été de choisir Trajan comme son successeur, inaugurant ainsi les 100 meilleures années de l'Empire romain. Hadrian était également un très bon empereur, et aurait presque fait partie de la liste des 10 meilleurs. Cependant, son caractère était assez défectueux. Et si nous devons croire ses contemporains, il devait avoir de sacrées crises de colère de temps en temps et était un dirigeant beaucoup plus autocratique que Trajan. Il était bien sûr un grand empereur dans l'ensemble et on pourrait aussi fortement plaider pour le mettre dans le top 10, c'est juste une question de préférence personnelle. Antonin le Pieux. Normalement, j'aurais inclus Antonin le Pieux dans le top 10 car c'était un dirigeant très juste, gentil et modeste qui a appris à Marc Aurèle comment être un bon empereur. D'un point de vue purement caractériel, il mériterait d'être à la première à la 3e place. Cependant, c'est sa passivité qui préparerait le terrain pour les désastres ultérieurs des années 160. Mais bien sûr, c'est une application injuste de la rétrospective, donc je peux facilement le voir dans le top 5. L'Alienu est peut-être l'un des empereurs romains les plus sous-estimés. Non seulement il a vaincu une énorme armée des Alemanni à Mediolanum, en 259 qui avait envahi l'Italie, mais il a également vaincu plusieurs usurpateurs, et aussi les Gothiques envahisseurs en 268. Il a également été le premier à établir un corps de cavalerie dédié et à mettre davantage l'accent sur la cavalerie. Donc oui, on pourrait facilement aussi l'inclure dans le top 10. Claudius de Gothicus est l'un de ces grands empereurs qui ont été injustement négligés simplement parce qu'ils n'ont pas régné assez longtemps. Mais pendant ces 2 courtes années de règne, Claudius a vaincu les Gothiques et les Alemanni, ce qui était vraiment important pour l'Empire.
Malheureusement, il est tombé victime de la peste de Cyprien et d'Athènes. Probus est également souvent injustement oublié. Mais il était aussi grand car il a reconquis la province perdue d'Agri d'Ecumatis en Allemagne et a vaincu les Alemanni et complètement écrasé les Lugii, sécurisant ainsi les frontières de l'Empire romain. Mais il a malheureusement été tué par son armée comme tant d'empereurs en ces temps-là. Dioclétien. Pour beaucoup, Dioclétien est l'un des meilleurs empereurs de tous les temps, et il était en effet un grand réformateur. C'est lui qui a introduit la tétrarchie et stabilisé l'Empire. Mais on pourrait aussi soutenir que cela a ensuite conduit à l'affaiblissement de Rome, aux guerres civiles et à la division finale de l'Empire en une moitié orientale et une moitié occidentale. Maxence aurait pu être un grand empereur, mais pratiquement tout. Ce que nous savons de lui provient de la propagande de Constantin, qui déforme complètement sa personnalité. Il était en fait très tolérant envers les chrétiens bien avant Constantin et était l'un des bâtisseurs les plus prolifiques de l'histoire romaine, presque à égalité avec Trajan ou Auguste, et il mérite donc aussi d'être compté parmi les grands. Pour beaucoup, Constantin est grand en raison de sa légalisation du christianisme, et il doit être crédité pour l'établissement de Constantinople, qui durera plus de 1000 ans. Mais on pourrait aussi soutenir que c'est ce déplacement de la base du pouvoir impérial vers l'Est, qui a affaibli Rome et l'Empire romain d'Occident qui a peut-être en réalité précipité sa chute. Flavius Julianus était un personnage héroïque, mais il était trop précipité et voulait trop en trop peu de temps. Cette grande victoire en France était vraiment importante pour stabiliser l'Ouest, et il voulait ramener Rome à sa religion et ses valeurs traditionnelles. Mais son invasion de la Perse était trop précipitée, ce qui serait sa perte. Il aurait pu être dans le top 10 s'il avait réussi à vaincre les Perses. Constantius III est souvent négligé, mais c'était un grand général qui a stabilisé l'Empire romain d'Occident et l'a sauvé du bord de l'effondrement, lui achetant plusieurs décennies supplémentaires. Cependant, son règne en tant qu'empereur a été bien trop court, pas même 1 an avant qu'il ne meure de maladie. Et s'il avait régné plus longtemps, je suis sûr qu'il serait dans le top 10. Léo était en fait le dernier empereur romain d'Orient à tout tenter pour aider l'Empire romain d'Occident. Et tant qu'il vivait, l'Ouest restait à flot. Mais dès que Léo est mort de maladie en 474, les derniers espoirs de l'Empire romain d'Occident sont pratiquement morts avec lui, et pour cela, on pourrait fortement plaider pour l'inclure dans le top 10. Anthemius est également souvent négligé. C'était un très bon empereur, mais il avait trop peu de moyens pour travailler. Et à son époque, l'Empire romain d'Occident était corrompu jusqu'à la moelle. Il était très tolérant sur le plan religieux et éduqué en philosophie, et certains disent qu'il était un païen secret. Il a essayé de sauver l'Empire romain d'Occident, mais finalement, il a sous-estimé le mal de Ricimère. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait peut-être été compté parmi les plus grands empereurs. Maurice était un très bon empereur, et nous pourrions vraiment dire qu'avec sa mort, l'Empire romain commencerait également sa chute. Il a été le dernier empereur à faire campagne de l'autre côté du Danube comme Trajan lui-même, et il a presque vaincu les Avars, mais il a sous-estimé les tendances rebelles de son armée, et c'est ainsi qu'il a connu sa chute. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait pu être l'un des plus grands empereurs romains de tous les temps. Mais même ainsi, on peut toujours avancer de solides arguments pour l'inclure dans le top 10. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu différente. Je fais rarement des vidéos top 10, mais je le ferai de temps en temps. Car pour une raison quelconque, ma vidéo la plus réussie est une vidéo top 10, et donc les gens semblent aimer ce genre de choses. Par conséquent, j'essaierai de temps en temps de faire plus de vidéos top 10 ou top 5, où nous essaierons de classer toutes sortes de choses ou de personnes de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon, ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens vraiment à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne de quelque manière que ce soit. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie du grand empereur majorien, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit, et j'ai en fait réalisé une trilogie entière sur sa vie. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'empereur Maxence très sous-estimé et négligé, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago et benevalete.